Bonjour à tous, je me présente Flavie Antérion, je suis en charge du marketing digital chez Francaire. Bienvenue à ce webinaire consacré aux solutions de ventilation dans les bâtiments scolaires. Bâtiments pour lesquels, vous le savez, la qualité d'air intérieur est un véritable enjeu et Francaire participe depuis des années à proposer des solutions visant à améliorer la ventilation dans les bâtiments tertiaires, notamment en termes de qualité d'air intérieur et de réduction des consommations énergétiques. Alors, plusieurs intervenants se sont réunis pour nous partager aujourd'hui leur expertise sur ce sujet. Et donc, dans le cadre de ce webinaire, j'accueille Céline Desportes, chef marché tertiaire, Clément Desportes, chef produit central d'air, Vincent Arcis, ingénieur recherche et développement, et Thibaut Darveblanc, expert technique. Donc, ils font tous les quatre partie de la maison Francaire. On va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. On prendra 15 minutes en fin de séance pour répondre à vos questions. Je vous rappelle que sur votre droite, vous avez un petit onglet intitulé Questions. Si vous pouviez réunir ici vos interrogations, ce sera plus facile pour nous d'y répondre en fin de séance. Je vous conseille également de mettre vos ordinateurs en plein écran, tout simplement pour mieux voir les slides. Voilà, n'hésitez pas à échanger. Bon webinaire à tous. Et Céline, je te passe la parole. Merci Flavie, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire dont la thématique est pas de rénovation sans ventilation dans les bâtiments scolaires. En guise d'introduction, reparler un petit peu de la pollution intérieure. L'air intérieur est d'une manière générale extrêmement pollué, beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur, et nous passons 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, ce qui crée finalement des risques par rapport à la santé humaine. Les effets sont connus et notables, notamment sur les élèves, sur leur santé, leur concentration et leur capacité d'écoute. Dans le contexte de la crise sanitaire que l'on vient de vivre, nous avons pris conscience de cette qualité d'air intérieur et de ces notions autour de la ventilation, de la purification d'air et de la sécurisation sanitaire. Nous connaissons bien l'existence de l'absence de ventilation dans certains bâtiments scolaires. Et il est important de s'assurer que lors de sessions de rénovation dans les bâtiments scolaires, d'intégrer un système de purification et de ventilation pour garantir justement le bien-être et la santé des occupants. Le décret tertiaire encourage les rénovations des bâtiments scolaires et la qualité d'air intérieur doit faire partie des priorités, des préoccupations dans le cadre de ces projets de rénovation. D'autant plus que ces bâtiments scolaires sont concernés aussi par la surveillance de la qualité d'air intérieur dans le cadre du décret de surveillance QAI, qui est une obligation réglementaire depuis 2018 pour les établissements recevant des enfants moins de 6 ans et depuis 2020 pour les établissements scolaires plus larges. En guise d'introduction, j'ai présenté la slide précédente. Nous allons voir comment obtenir une bonne qualité d'air intérieur en milieu scolaire, parler des solutions de ventilation adaptées à la rénovation, des solutions de purification d'air adaptées à la rénovation, toujours complémentaires à une bonne ventilation, parler des éléments de preuve en matière de purification d'air, et nous terminerons par un cas pratique sur un groupe scolaire, puis par une petite conclusion. Pollution intérieure en milieu scolaire. Donc, il existe plusieurs sources de pollution. Une pollution qui émane de l'air extérieur, des pollutions de proximité, les gaz d'échappement, les gaz d'usine, etc. Tout ce qui concerne les NOx, les CO, les particules fines, PM. Une deuxième source est évidemment une source qui concerne la pollution émanant des comportements des usagers, donc et de leur activité, comme le CO2, l'humidité, la pollution biologique et les virus dont nous avons beaucoup entendu parler depuis 1 an et demi. La pollution émanant du mobilier, donc une pollution de décoration, d'ameublement, de ménage, plus particulièrement les COV, les hydrocarbures. Vincent Arcis reviendra plus en détail sur ces polluants.
Et puis, les produits d'équipement les produits et les équipements de ventilation qui font aussi l'objet d'une source de pollution. Il est très important de les traiter durant la phase chantier ou avant l'arrivée des occupants, en procédant à des nettoyages type flush out pour garantir une sécurité sanitaire et une qualité d'air intérieur à même d'accepter des occupants pour garantir leur sécurité. Crise sanitaire Covid-19 nous a amené un certain nombre d'éléments que l'on maîtrise bien. On sait que ce virus est un virus aéroporté qui se transmet soit par contact contaminé, soit par aérosol. Donc des gouttelettes pourraient traverser des pièces entières et contaminer des personnes à l'opposé de cette pièce. Le risque de contamination est donc extrêmement fort en milieu clos, mal ventilé. Et donc, l'aération et la ventilation est plus que jamais plébiscitée dans les écoles, notamment dans les bâtiments scolaires ne présentant pas de système de ventilation adéquat. Et il est important de bien penser à intégrer un système dans ces cas de figure. Je reviens sur les recommandations en matière de ventilation et de purification d'air dans un contexte épidémique. Le premier axe important est d'augmenter l'apport d'air neuf filtré et d'extraire l'air vicié, soit par ouverture des fenêtres, et si lorsqu'il y a présence de ventilation mécanique, de bien penser à mettre la ventilation en route 2 heures avant l'arrivée des occupants et 2 heures après leur départ. Éviter les recyclages d'air de toutes sortes pour éviter une contamination ou un mélange possible avec un air vicié et privilégier le débit constant. Il est important aussi d'assurer une vitesse minimale de la ventilation en période d'inoccupation pour conserver un environnement sain et aussi de faire attention à une bonne étanchéité des flux lorsqu'on a un minima de réseau. Le deuxième poste important en matière de recommandation concerne les usages des systèmes collectifs chauffage, climatisation sur air recyclé. Donc, il est important de faire attention à cet usage car il peut être vecteur de contamination. Et il est important également de savoir que le confort thermique peut être apporté par la ventilation. Il est possible d'ajouter des batteries de post-chauffage, de post-refroidissement et de travailler avec des technologies type thermodynamique intégrée, etc., qui apportent un confort complémentaire en plus de l'apport d'air neuf et de l'extraction d'air vicié. Le troisième poste de recommandation concerne la désinfection de l'air intérieur et des surfaces. Il est important également d'étudier les solutions connexes à la ventilation de type purification d'air pour s'assurer et garantir d'une manière plus importante la sécurisation de la sécurité sanitaire. Un mot sur le décret tertiaire et le décret de surveillance qualité d'air intérieur. La rénovation des bâtiments existants est prise en compte dans le décret tertiaire. L'origine est tout simplement vient de la loi Élan, donc évolution, logement, aménagement et numérique, pour amener à la réduction de la consommation énergétique finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire et donne ainsi une base réglementaire à l'obligation des performances à atteindre. Des actions sont à déployer et elles peuvent porter sur la performance énergétique des bâtiments, l'installation d'équipements performants et des dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, les modalités d'exploitation des équipements et évidemment l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et au comportement des occupants. Donc, il est possible d'utiliser plusieurs leviers au travers de ces actions pour mettre en place des moyens pour limiter les consommations d'énergie finale. Il est important pour construire un monde plus vert de respecter ce décret tertiaire et à l'avenir, il y aura d'autant plus de réglementations portant sur ces rénovations. Les objectifs à atteindre dans le cadre de ce décret tertiaire, pour tout bâtiment avec une surface de plancher supérieure à 1000 m², sont de 40% de réduction en 2030 par rapport à une année de référence, 50% en 2040 par rapport à la même année de référence et 60% par rapport à 2050. Donc, ce sont des objectifs qui sont assez importants
assez ambitieux, mais qu'il est possible de régler grâce à des solutions qui existent déjà sur le marché. Le deuxième décret que je veux évoquer ce matin concerne la surveillance QAI. Donc c'est le décret numéro 2015-1000 du 17 août 2015 dans le cadre du plan d'action sur la qualité d'air. Ce décret est vraiment là pour éduquer et sensibiliser autour de la qualité d'air intérieur en milieu scolaire principalement. D'une part, il faut faire une évaluation des moyens d'aération de l'établissement. Et d'autre part, il est possible de mettre en place soit des campagnes de mesure des polluants, soit à minima un plan d'action autour de la prévention pour atteindre une bonne qualité d'air. Il est important de travailler sur les sources d'émissions potentielles de ces polluants et des systèmes de ventilation et moyens d'aération mis en place. C'est vraiment ça la clé de ce décret de surveillance QAI. Comment obtenir une bonne qualité d'air intérieur en rénovation? La qualité d'air intérieur doit être intégrée dès le départ dans un projet de rénovation d'un bâtiment scolaire, au-delà même des impacts environnementaux et énergétiques. Nous avons à notre disposition plusieurs systèmes qui permettent de garantir cette bonne qualité d'air, comme la ventilation, d'une part, et d'une manière complémentaire, la purification de l'air intérieur. Des critères sont à prendre en compte dans le cadre de ces rénovations. Plusieurs questions doivent être réfléchies. Si aucun système de ventilation n'est existant, il va falloir créer un système de ventilation. Donc pour cela, une checklist de questions peut être élaborée. Est-ce que les passages de conduits de gaine sont possibles? Y a-t-il des faux plafonds? Y a-t-il de locaux techniques? Y a-t-il une forte densité d'occupation? Et dans ce cas-là, il faudra prévoir une modulation de ventilation sur fond de CO2, par exemple, pour optimiser la performance énergétique. Deuxième volet, deuxième cas de figure, si un système de ventilation est existant, mais peut-être qu'elle n'est plus adaptée à l'usage. On a peut-être modifié les locaux ou modifié les usages des locaux. Donc, la question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce que les débits sont toujours réglementaires par rapport à l'occupant qui est présent dans le local, et est-ce que les débits sont toujours adaptés aux besoins? Est-il nécessaire de modifier complètement l'apport d'air neuf par rapport à cette nouvelle clé d'entrée? Également, des critères qui peuvent être pris en compte ou des questions qui doivent être posées sur ces systèmes de ventilation concernent le type de rénovation. Est-ce une rénovation plutôt lourde? Et dans ce cas-là, il est possible de recréer peut-être des locaux techniques ou des systèmes de passage de gaine. Ou est-ce que c'est une rénovation plutôt légère? Et dans ce cas-là, il faudra s'orienter vers des solutions plutôt adaptées à une solution facile à mettre en œuvre sur ces types de rénovations. Le dernier volet de questions à se poser concerne l'implantation du local, du bâtiment, et le type d'étanchéité du bâtiment. Est-ce que le bâtiment se trouve dans une zone bruyante? Est-ce que le bâtiment se trouve dans une zone polluée? Si oui, il faudra sans doute penser à un système de filtration adapté pour éviter d'intégrer de la pollution liée à l'extérieur. Est-ce que le bâtiment est suffisamment étanche? Est-ce que le réseau est suffisamment étanche? Et dans ce cas-là, il faudra travailler, si ce n'est pas le cas, sur des systèmes pour étancher correctement le réseau aérolique. Il existe des solutions adaptées à chacun des cas de figure. C'est pour ça qu'on est là ce matin ensemble. Le premier lot de solutions concerne la ventilation simple flux. Donc, c'est un système fonctionnant généralement en extraction pour extraire l'air vicié via un réseau de gaine, et on peut y associer un système fonctionnant en insufflation pour garantir un apport d'air neuf suffisant et qui peut être de plus filtré et possiblement préchauffé. La modulation de débit est parfaitement possible dans les systèmes de ventilation simple flux. La deuxième solution possible est la ventilation double flux. C'est un système d'extraction et d'insufflation mécanique
qui permet d'extraire par des bouches d'extraction l'air vicié. Cet air sera ensuite rejeté vers l'extérieur par la centrale via un réseau de gaines. Et il y aura un deuxième réseau d'insufflation mécanique qui va amener l'air neuf directement dans les pièces. Et il y aura entre ces deux flux un échangeur double flux qui permettra de récupérer les calories de l'air vicié, permettant une bonne optimisation de la consommation, de la performance énergétique du système. Là encore, la modulation de débit est possible. Troisième solution, ventilation double flux décentralisée. Dans le cas où il n'est pas possible d'avoir des locaux techniques ou des passages pour les gaines, il est possible de mettre un système double flux directement dans le local où l'air doit être apporté et extrait. Ce système-là permet également une modulation des débits par rapport à l'occupation directement de la pièce. Quatrième solution, en complément d'une bonne ventilation, il existe des systèmes de purification d'air. Et nous allons rapidement en savoir un peu plus. Je laisse la parole à Clément. Merci. Merci Céline, bonjour à tous. Donc Céline nous a présenté un petit peu les enjeux importants d'une bonne ventilation dans les bâtiments scolaires. Et on va donc voir ensemble quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour réaliser et aboutir à cet enjeu de renouvellement d'air. Alors l'une des solutions principales et la plus efficace, c'est la ventilation double flux, on vient de l'évoquer. Pourquoi? Alors pour trois raisons principales. La première, c'est que grâce à ce système, on a une qualité d'air maîtrisée. Via quoi? Via la gestion des niveaux de filtration. Puisque nos systèmes de ventilation double flux sont tous équipés évidemment de filtres et la plupart de 2 étages de filtration sur l'air neuf avec des niveaux de filtration relativement élevés sur les particules les plus fines qui permet d'avoir une bonne maîtrise de ces polluants, de ces contaminants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour assurer cette qualité d'air, c'est l'association de ces ventilateurs, de ces unités de ventilation double flux à des sondes de mesure dédiées qualité d'air intérieur. Alors chez Français, on en a plusieurs. La plus connue, c'est la sonde CO2, qui est revenue un petit peu sur le devant de la scène suite aux annonces gouvernementales, notamment du ministre de l'Éducation. Sonde CO2, ça fait plusieurs années que voilà, on régule les débits sur cette mesure-là. C'est la plus basique. Après, on a des sondes un petit peu plus évoluées qui vont venir mesurer différents autres composants, notamment les COV. On en a parlé un petit peu en début de présentation. COV qui sont souvent très présents en bâtiments scolaires, puisqu'on les retrouve dans les ameublements, effectivement, dans les revêtements de sol, l'école, etc. Donc, c'est un des composants intéressants à venir mesurer. COV qui peuvent être associés à des mesures également de CO2 et de température. Et donc, on a un algorithme qui vient mesurer tout ça et adapter le débit le plus optimal. Ça, c'est le premier point. La ventilation double flux permet aussi de maîtriser le débit d'air en soufflage et en reprise, et donc d'avoir un débit d'air parfaitement calibré. Alors, soit suivant les débits réglementaires que Thibaut évoquera tout à l'heure, soit au-delà, puisqu'on sait que les débits réglementaires sont souvent un petit peu sous-estimés, notamment maintenant qu'on a des bâtiments de plus en plus étanches. Voilà. Et enfin, la ventilation double flux permet de travailler sur l'aspect énergétique, l'efficience énergétique, à deux niveaux. Au niveau de l'échangeur, puisqu'on a une récupération d'énergie, c'est le principe de ces systèmes, via l'échangeur de chaleur, donc sur les calories et puis dans une moindre mesure sur les frigories en été. Ce qui permet donc d'avoir des réductions de consommation sur les éléments de chauffage existants et sur les batteries qu'on pourrait coupler à notre ventilation double flux. Et sur les motorisations, puisqu'on utilise depuis plusieurs années des motorisations électroniques basse consommation. Donc c'est effectivement des unités où on a deux moteurs, mais voilà, des moteurs qui consomment maintenant le moins possible d'énergie. Alors,
Hop, j'arrive à passer à la slide suivante. Donc chez Francaire, on a deux typologies de solutions. Donc Céline les a détaillées tout à l'heure. La double flux centralisée, donc qui utilise un réseau de gaines, solution la plus, on va dire, connue et standard, mais qui parfois peut poser des soucis en rénovation. C'est pour ça qu'on a aussi une autre solution décentralisée qu'on verra tout à l'heure. En version centralisée, on a différentes typologies d'installation. Moi, je me suis concentré sur deux typologies qui sont bien adaptées à la rénovation. Lorsqu'on a des espaces techniques contraints, voire l'absence de local technique. Donc, typologie d'installation qu'on appelle chez Francaire murale, avec les piquages sur le dessus. Et puis, une typologie aussi intéressante pour la rénovation, faux plafond. Sur ces deux typologies d'installation, on a deux types d'échangeurs qui peuvent être disponibles, le rotatif et le contreflux. C'est les deux technologies existantes sur le marché aujourd'hui qui permettent d'atteindre les niveaux de performance demandés par la réglementation et les plus hauts possibles. Donc à peu près 75-80% pour le rotatif dans des conditions standards et puis 90-95% pour le contreflux. Sur ces unités-là, on peut aller de 300 à 5000 mètres cubeurs pour la version murale, donc une large plage de débit, l'une des plus larges du marché sur la version murale, qui permet de répondre à la plupart des contraintes en bâtiment scolaire. On peut coupler à ces unités-là différentes batteries de traitement qui permet de préchauffer l'air qui rentre dans le local, permettant d'assurer aussi le confort des occupants en hiver. Donc électrique, eau et détente directe. Donc l'ADX, ça permet aussi d'avoir un rafraîchissement en été qui n'est pas inintéressant, surtout qu'on rentre dans cette période-là. Et puis sur nos produits, on a travaillé ces derniers mois, ces dernières années sur la facilité d'utilisation, d'installation et de maintenance. C'est des items qui sont assez importants en rénovation puisque souvent on a effectivement peu d'espace pour faire la maintenance courante. On n'a pas forcément un mainteneur sur site qui est spécialisé et qui dispose de tous les outils nécessaires. Donc vraiment faciliter la maintenance courante de ces unités-là, le changement de filtre notamment, via diverses composants. Donc l'accessibilité au filtre par des portes sur charnière pour quasiment tous nos modèles, permettant ce remplacement facile et rapide. Pour de la maintenance un petit peu plus lourde ou de la mise en route, on a le repérage et la numérotation de tous nos câblages électriques, de tous nos composants électriques. Et cette numérotation est reportée sur les schémas électriques qui sont dans l'unité pour faciliter l'installation et la maintenance. Voilà les principaux items. Alors, comment ça se traduit chez Francaire en termes de produits vous avez la décomposition en typologie d'installation, donc murale avec les piquages sur le dessus à gauche, faux plafond, donc installation horizontale sur la droite. Pour des affaires, des projets où vous avez des petits débits, on a un produit small box qui est tout à fait adapté, jusqu'à 600 mètres cubeurs, un produit léger, facilement dont l'installation est facilitée par notamment cette légèreté et le faible encombrement, et une faible épaisseur pour la version faux plafond. Donc ce produit-là, c'est de l'échangeur à plaques contre-courant. Ensuite, pour des débits un petit peu plus importants, en mural, on aura la Power Box Up, toute nouvelle, donc en prise au sol réduite, qui va jusqu'à 2500 mètres cubeurs et bientôt 4500, avec un large choix de batteries directement intégré dans le produit, pas de caisson externe, donc toujours pour faciliter l'installation avec cette emprise au sol réduite. Et puis son équivalent en faux plafond, la Platebox, de 0 à 2000 mètres cubeurs, là aussi avec l'accessibilité au filtre facilité par le dessous. Et si vous avez besoin de débit un petit peu plus imposant, vous pouvez partir sur la PowerPlay version murale. Donc là, on est en échangeur rotatif, donc qui permet de réduire l'encombrement. Sur cette nouvelle version, on a le secteur de purge. Alors, je ne sais pas si c'est un élément que vous connaissez, mais voilà, ce qui est reproché aux échangeurs rotatifs, c'est qu'on n'a pas une étanchéité parfaite entre air neuf, entre air repris et air soufflé. Et Céline en a parlé. L'étanchéité des flux, c'est important, notamment dans ce contexte-là, sanitaire un petit peu particulier. Le secteur de purge permet
de réduire les infiltrations entre l'air repris et l'air soufflé de manière assez importante. On est autour des 0,75% de recyclage avec cet élément-là qui est intégré de base. Donc ça, c'est une nouveauté sur cette nouvelle gamme et qui permet de répondre à cette problématique-là. Et puis en version faux plafond, on a la Powerbox Ready qui permet d'aller jusqu'à 3000 m3 avec une hauteur inférieure à 600. Donc dans le cas où vous n'avez pas forcément les grands plénos. Voilà pour les solutions qu'on peut proposer en version centralisée en termes de produits. Et sur ces produits-là vient se mettre notre régulation qui permet le pilotage optimisé des débits. C'est quand même l'un des principaux items, de maîtriser les débits, de gérer la qualité d'air intérieur avec la possibilité de brancher nos fameuses sondes QAI. La mesure d'encrassement des fils qui est important, et puis c'est une régulation qui est communicante, donc qui permet de remonter tout un panel d'alarmes ou d'erreurs via la GTC ou via un petit web server s'il n'y a pas de GTC sur site, notamment sur le bâtiment scolaire. On est parfois sur des petits bâtiments, donc il n'y a pas forcément de GTC, on a un petit web server qui permet de remonter les principales informations. On a la gestion de la surventilation nocturne qui peut être intéressante quand on met en place de la double flux en période estivale pour la nuit, et puis la gestion des calendriers avec différents créneaux journaliers et annuels, et la gestion d'un mode vacances pour les bâtiments scolaires qui peut être intéressant. Donc ça, c'était pour la partie solution centralisée, donc avec des réseaux classiques de gaines. On peut avoir des rénovations où cette mise en place de réseau n'est pas possible. Et dans ce cas-là, on a une solution en version décentralisée. Décentralisée, ça veut dire qu'on met un produit de ventilation dans chaque pièce. Et ce produit, comment il fonctionne? Il n'y a pas de réseau aérolique, il est mis en façade. L'air neuf et l'air extrait se fait donc sur l'arrière du produit directement vers l'extérieur. Le soufflage se fait en façade, comme vous le voyez sur le schéma, et l'air repris se fait par le dessous, un peu à la manière d'une cassette de climatisation. Mais on est bien sur une unité de ventilation double flux avec un échangeur contre-courant dans le produit, donc qui permet de récupérer les calories, et pour une plage de débit de 400 à 1000 m3, ce qui permet de gérer la plupart des salles de classe, voire de grandes salles de réunion. Sur ce produit, on peut venir rajouter des batteries, tout intégré dans l'unité, donc électrique, eau chaude ou changeover, pour la gestion également du rafraîchissement si besoin. On a travaillé sur le système de diffusion, puisque on peut se dire qu'un seul produit mis dans une salle de classe sur un des côtés, en termes de diffusion, c'est pas optimal. On a travaillé sur la grille pour qu'on ait un flux d'air le plus laminaire possible. On peut le distinguer à travers le schéma que vous avez en bas de la slide, et qui permet une répartition la plus optimale possible du flux d'air. Alors, ce sera jamais aussi optimisé que des diffuseurs d'air, mais on est sur quand même quelque chose de performant. Des niveaux de filtration qui peuvent aller jusqu'au PM1 60%, et un capteur CO2 qui est directement intégré au produit pour la gestion et la modulation des débits, notamment en salle de classe ou salle de réunion. Voilà donc la solution qu'on peut proposer en version décentralisée quand on n'a pas la possibilité de mettre des réseaux de gaines notamment. Je vous ai mis quelques photos de chantier réalisées avec ce produit-là. Donc c'est la Silent School. Donc vous voyez sur les photos de gauche, en haut à gauche, là un S10 qui a été fait à Strasbourg. Le produit peut être semi-encastré. L'architecte, c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc il a réalisé une petite joue de faux plafond et a encastré le produit, ce qui permet de réduire l'impact visuel du produit, et finalement ils se font assez bien dans la pièce. D'autres photos de réalisation, principalement en milieu scolaire, donc collège, crèche, université. C'est un produit qui est parfaitement adapté. Voilà, j'en ai fini pour les solutions double flux, et je vais laisser la parole à Thibaut qui va vous présenter les solutions simple flux. Merci Clément, bonjour à tous. Alors pour le simple flux, voilà. Donc je vais vous présenter cette alternative qui peut remplacer un système en double flux dans le cas où on ne peut pas forcément la mettre en place en contexte de rénovation.
Donc la première solution en simple flux qu'il est intéressant de mettre en avant, c'est un système en maître-esclave, donc composé d'un caisson d'insufflation qui est le caisson maître et d'un caisson d'extraction qui est le caisson esclave. Donc ici, le caisson maître est composé d'une batterie qui permet de régler la température. Ça peut être une batterie changeover, une batterie électrique ou une batterie eau chaude. On a aussi un système de filtration dans ce caisson d'insufflation, ainsi que la régulation Oxytouch, donc qui est presque identique à celle présentée précédemment par Clément dans le cas d'un système en double flux. Et donc de l'autre côté, on a un caisson d'extraction qui est le caisson esclave. Et en fait, on l'appelle esclave parce qu'il adapte son débit en fonction du signal qui est envoyé par le caisson d'insufflation, de sorte à ce que l'insufflation et l'extraction, donc que la compensation se fasse de manière coordonnée et que donc une circulation d'air sans dépression ou surpression particulière puisse apparaître. Autre solution qui est plus basique, on veut dire, et qui ne peut pas forcément se substituer en termes de qualité de traitement d'air aux solutions qu'on a vues précédemment. Ce sont des solutions en simple flux avec donc uniquement des ventilateurs d'insufflation et des ventilateurs d'extraction qui servent à faire circuler l'air. Donc, dans le cas de locaux borgnes, on a la possibilité de placer un extracteur ainsi qu'un insufflateur pour là aussi renouveler l'air intérieur. Dans le cas de locaux non borgnes, c'est-à-dire avec des amenées d'air naturelles type fenêtre, on a la possibilité de placer un extracteur uniquement et on peut ajouter à ces systèmes-là, par exemple, des systèmes de régulation pour gérer le débit comme on le veut. On peut aussi rajouter des systèmes de filtration, des batteries externes. Et voilà, c'est un ensemble assez disparate de produits qui n'offrent pas la compacité, on va dire, des solutions qui ont été présentées précédemment. Donc voilà, maintenant je vais laisser Vincent nous parler de la purification d'air. Bonjour à tous, merci Thibaut. Je vais vous parler des différentes solutions qui existent en fait pour purifier l'air intérieur. Mais avant cela, on va présenter les différentes catégories de polluants qui existent dans l'air. Donc la première catégorie va être celle des particules inertes en suspension dans l'air. Donc ça va être les poussières, les particules fines rentrent dans cette catégorie. La deuxième catégorie va être celle des polluants gazeux. Dans cette catégorie, on va retrouver, Céline en a parlé, et Clément également, donc les composés organiques volatiles, les COV, qui émanent notamment des produits chimiques et des produits de construction. Et la dernière grande catégorie va être celle des micro-organismes, donc qui sont des organismes vivants. Et donc dans cette catégorie, on va retrouver les bactéries, les moisissures et les virus. Voilà, donc afin de pouvoir traiter cette pollution, il y a différentes possibilités. Donc je vais vous présenter en fait les principales technologies d'épuration de l'air. Donc quand on parle d'épuration de l'air, il y a des techniques qui sont dites de piégeage où en fait le polluant va être piégé dans un média. On peut retrouver la filtration dite mécanique, donc c'est les filtres qu'on connaît. C'est un filtre avec un média qui va être plus ou moins fin en fait. Suivant la finesse du papier, ça va permettre de filtrer des particules plus ou moins fines. Ensuite, donc, il y a la filtration électrostatique. On vient toujours piéger et collecter des particules, mais en fait, là, la technologie, c'est que des électrodes vont venir charger les particules dans l'air qui ensuite sont collectées sur des collecteurs avec une charge inverse. Donc ça exploite le principe de l'électricité statique en fait. Des fois, quand vous frottez quelque chose, ça va attirer la poussière. C'est la même chose. Donc toujours en technologie de piégeage, il y a l'adsorption. Donc l'adsorption, on parle souvent de charbon actif parce que c'est on va dire le principal
médias utilisés pour faire de l'adsorption. Donc, le principe, c'est que le charbon actif a une grande capacité pour absorber des gaz, et suivant la typologie de charbon et des fois donc des additifs qu'on peut ajouter sur ce charbon, il va avoir une affinité plus ou moins importante pour absorber certains polluants plus que d'autres. Voilà, donc ça reste intéressant pour piéger les composés du coup gazeux. Ensuite, donc il y a des techniques dites destructives où donc là on vient plus piéger le polluant, mais on vient le détruire ou en tout cas le dégrader. Il y a dans ces techniques donc le rayonnement ultraviolet, hein, qui est un rayonnement naturel émis par le soleil, mais on vient le reconstituer via des lampes, notamment dans une certaine longueur d'onde, qui est celle de l'UVC, qui a des propriétés pour détruire les micro-organismes, qui est utilisé donc en désinfection, notamment de l'eau, mais de plus en plus aussi pour désinfecter l'air. Par rapport à l'UV, donc il y a une chose à bien retenir, c'est que il faut respecter les temps de contact, hein, donc il faut un certain temps à la lumière pour détruire les organismes. Donc, lorsque les systèmes sont utilisés, il faut que l'air soit suffisamment en contact avec la lampe pour que ça marche. Voilà, donc ensuite, la photocatalyse est également une technique destructive, hein, c'est le même principe que l'ultraviolet, auquel on vient rajouter un média dit photocatalytique qui va venir en fait accélérer cette réaction de dégradation des polluants. Donc les catalyseurs utilisés sont souvent du dioxyde de titane, voilà, donc, qui permet de détruire les polluants. Et enfin, donc, en termes de technologie destructive, donc, l'ionisation bipolaire ou plasma froid, donc, qui est une technique qui est utilisée pour les épurateurs, donc, qu'on va vous présenter de Francaire. Et donc là, en fait, c'est des électrodes qui vont venir ioniser l'oxygène de l'air, en fait. C'est donc les atomes d'oxygène vont se transformer en ions à la fois positifs et négatifs. Et ces ions ont des propriétés, en fait, afin de venir soit réagir chimiquement avec les composés organiques volatiles et les dégrader, ou aussi également venir se poser sur l'enveloppe des micro-organismes et vont venir les désactiver, en fait. Donc, ils ont une action pour détruire les polluants. Voilà. Ensuite, donc, je vous ai présenté les différentes technologies dites d'épuration, mais on parle aussi des fois de technologies de désinfection. Il faut pas faire l'amalgame. Quand on parle de désinfection, en général, c'est des technologies qui sont à utiliser hors présence humaine, alors que l'épuration de l'air, on peut la faire en continu lorsqu'il y a un occupant. En technologie de désinfection, on peut avoir l'ozonation, où on vient émettre des quantités importantes d'ozone dans une pièce, et l'ozone est toxique à forte dose. Donc, lorsque ces procédés sont mis en œuvre, il ne doit pas y avoir d'occupants, mais c'est utilisé notamment pour désinfecter une salle d'opération ou dans les hôpitaux de manière régulière, hors présence humaine. Ou également, il y a la désinfection chimique avec des produits chimiques qui ont des propriétés bactéricides, fongicides, virucides, qui peuvent être appliqués de la même manière dans une salle hors présence humaine. Voilà, donc pour synthétiser, par rapport à ces différentes technologies que j'ai présentées, les technologies d'épuration, elles ont chacune des modes d'action. Donc, on peut voir que certaines ont une action sur les particules, donc les particules inertes. C'est le cas donc, de la filtration à très haute efficacité, la filtration électrostatique, ou encore l'ionisation bipolaire, qui en fait va aussi agglomérer les particules fines. Donc, elles vont devenir de plus en plus grosses et venir tomber sur le sol. Donc, il y a aussi une action sur
particules inertes via l'ionisation bipolaire. Les technologies qui ont une action sur les polluants gazeux, donc comme des composés organiques volatiles, on va retrouver le charbon actif, bien entendu, l'ultraviolet, la photocatalyse ou l'ionisation bipolaire vont avoir des actions sur les polluants gazeux. Sur les micro-organismes, une filtration classique qu'on a dans les centrales ne va pas suffire pour filtrer des virus, par exemple. Par contre, une filtration avec des filtres à très haute efficacité permet de filtrer les virus. L'ultraviolet va donc également avoir des actions sur les micro-organismes, ainsi que la photocatalyse et l'ionisation bipolaire. En termes de maintenance, la filtration à très haute efficacité, par exemple, va nécessiter de changer assez régulièrement le filtre, donc une forte maintenance. Charbon actif également, alors que des technologies comme l'ultraviolet, la photocatalyse ou l'ionisation ont des durées de fonctionnement beaucoup plus importantes avant de devoir faire de la maintenance. Voilà, perte de charge également, donc des différences suivant les systèmes et également à noter que l'ionisation bipolaire est la seule technologie qui en fait va émettre des ions dans l'air et donc c'est ensuite les ions qui vont avoir l'effet de dépollution et donc l'épuration se fait dans la pièce et non pas dans les gaines comme c'est le cas de toutes les autres technologies. Également, donc le système qu'on commercialise, donc qui est basé sur la technologie d'ionisation bipolaire, a fait ses preuves. On a donc réalisé un essai dans un laboratoire français du CERTAM, qui est spécialisé dans les polluants, notamment pour les moteurs, etc., qui a démontré une efficacité sur le formaldéhyde. Le formaldéhyde, qui est, on va dire, le composé organique volatile le plus répandu et le polluant majeur, notamment dans les écoles. Une efficacité démontrée sur un bactériophage, donc c'est un virus similaire au SARS-CoV-2 par le ministère de la Défense espagnol. Et également une innocuité, donc le fait que ça n'émette pas d'ozone ou en tout cas des très faibles quantités d'ozone et que ce n'est pas de polluants secondaires. Donc, ça a été démontré à la fois en laboratoire et en situation réelle. Donc, tout ça, vous pourrez retrouver sur les liens envoyés. Voilà, donc je vais laisser la parole de nouveau à Thibaut qui va vous parler du cas pratique. Merci Vincent. Donc oui, maintenant je vais vous présenter de manière un petit peu plus concrète le système de ventilation que Francaire peut proposer dans le cadre d'une rénovation en milieu scolaire. Donc tout d'abord, je vais expliciter les objectifs de cette rénovation. Donc en premier objectif, bien évidemment, on a d'apporter de l'air neuf et d'extraire de l'air vicié. Donc il existe des dispositions réglementaires qui nous imposent un débit d'insufflation minimum à apporter dans une école, dans les différentes salles de l'école. Donc j'ai pris quelques exemples. Donc avec par exemple une salle secondaire du premier cycle, on doit apporter 15 mètres cubes par heure et par personne. Dans une salle secondaire, 18 mètres cubes par heure et par personne. Pour une salle à manger, on doit apporter un petit peu plus, donc 22 mètres cubes par heure, alors que selon le code du travail, on devra apporter au-delà de 30 mètres cubes par heure et par personne. Donc le code du travail ici est un petit peu plus exigeant. Et dans un foyer, par exemple, on aurait 18 mètres cubes par heure imposés. Donc voilà, en plus de ces débits minimums, on a la possibilité, nous, avec nos systèmes, de renouveler l'air en fonction de l'occupation et de s'adapter aux différents besoins, donc par l'intermédiaire d'une sonde CO2 qui mesure ce juste besoin et qui permet ensuite à la ventilation de s'adapter. Mais voilà, j'en parlerai un petit peu plus dans le détail dans les diapositives à suivre. Autre objectif de cette rénovation, c'est de réduire le risque de propagation des virus, donc par un système de filtration qui peut se situer dans nos centrales, mais aussi par l'intermédiaire d'une épuration plasma froid. Donc les filtres permettent de faire la filtration particulière, mais l'épuration plasma froid permet de faire une filtration particulière, mais aussi d'éliminer les polluants gazeux, notamment les odeurs, et bien évidemment de tuer les micro-organismes pathogènes. Et un des derniers objectifs, donc, c'est maintenir le système facilement en place. Donc, on a la régulation de nos centrales qui
permet d'apporter une certaine flexibilité en termes d'utilisation, de ventilation des débits. Donc, on peut choisir clairement l'utilisation qu'on veut en fonction des intermittences dans la pièce, de l'utilisation. Et avec ça, on a aussi un système d'alarme qui permet de nous assurer de la fonctionnalité de notre système, voilà, avoir la garantie que celui-ci fonctionne bien et donc traite bien l'air et permet à ce même air d'avoir une bonne qualité. Donc voilà, beaucoup de systèmes qui nous permettent de maintenir le système et d'avoir des garanties là-dessus. Donc maintenant, je vais vous parler du cas de figure plus pratique. Donc sur ce schéma, on peut voir une représentation assez typique d'un milieu scolaire, donc un petit peu schématisé. On a deux grandes zones qui se distinguent sur ce schéma. Une première zone constituée d'un espace salle de classe et d'un espace périscolaire. Donc cette salle de classe et cette zone périscolaire sont liées au réseau aérolique centralisé. Donc il y aura uniquement une centrale de traitement d'air qui pourra traiter ces deux pièces. Et donc ce système aérolique sera composé de la CT à double flux, bien évidemment, d'un réseau aérolique étanche. On a vu que l'étanchéité était quand même très importante pour éviter aux locaux d'être sous-ventilés ou alors pour éviter à la CTA de devoir compenser les pertes en surconsommant donc. On a aussi dans ce système un registre plus une sonde CO2 qui servent à l'optimisation, la modulation du débit en fonction du taux d'occupation. Avec ça, on aura aussi un système d'épurateur de gaine plasma froid, dont on parlera un petit peu plus dans la diapositive suivante, et donc d'un diffuseur 4 directions. Ça, c'est pour le système centralisé. Et on peut voir qu'avec le point bleu, enfin vert foncé, on a un espace plus en retrait, donc qui est la zone salle de classe éloignée. Dans celle-ci, on peut mettre en place un système de traitement d'air avec une CT à double flux décentralisée, dont vous a parlé Clément juste avant. Et en plus de ça, on peut apporter un autre épurateur plasma froid qui, lui, peut se placer en position terminale, donc juste avant la grille de soufflage de la Silent School. Donc, avant ça, avant de parler du synoptype global, je vais vous parler de l'épuration d'air avec la technologie plasma froid. Donc, on propose 3 modèles différents parce que le premier modèle donc on voit à gauche se décline en 2 modèles en fonction du débit et du contexte dans lequel on veut traiter l'air. Donc, ce modèle de gauche s'installe en gaine. Donc, on peut voir sur le schéma qu'on doit installer celui-ci sur le flanc de la gaine. Il vient se plaquer, ce qui fait que les tubes vont couvrir l'intérieur de cette gaine où l'air circule. Et c'est ces tubes-là donc qui créent les ions qui vont venir traiter l'air. Et notre deuxième système est un système qui s'installe en position terminale. Donc, c'est celui-ci qu'on mettrait avec la Silent School dans le cas du traitement d'air d'une zone décentralisée. Et donc, voilà, ces deux systèmes utilisent la technologie plasma froid. Donc, Vincent vous a parlé juste avant des vertus de ce système, mais j'en profite pour remettre un petit peu l'accent sur certains. Donc, bien évidemment, ça offre une grande efficacité de traitement. La production d'ions est proportionnelle au débit. Donc, sur le modèle de droite, on peut aller jusqu'à 3400 mètres cubes par heure. Et donc, les ions sont créés dans un nombre proportionnel au débit de la centrale. Et sur le modèle de gauche, donc on a un modèle qui va jusqu'à 4000 mètres cubes par heure, l'autre qui va jusqu'à 8000 mètres cubes par heure. Et on peut mettre en place différentes vitesses qui, là aussi, vont créer une épuration qui se coordonnera correctement avec le début d'air insufflé. Donc, ces deux systèmes permettent un traitement de l'air et des surfaces. Donc, c'est l'épuration active dont vous a parlé Vincent juste avant. Et leur durée de vie est très importante. Donc, pour le modèle de gauche, on a une durée de vie qui est supérieure à 17 000 heures. Et après ces 17 000 heures, on a la possibilité de changer les tubes d'ionisation pour donner une seconde vie au produit. Et donc aussi, on a un coût énergétique qui est très faible, de par le fait que ces systèmes ont besoin de très peu d'énergie pour marcher. Et en plus de ça, les tubes plus les petites antennes qu'on peut voir sur le modèle de droite créent très peu de perte de charge. Donc là aussi, le coût énergétique est vraiment minimal.
Maintenant, je vais vous présenter donc le synoptique de la zone centralisée, donc pour mieux visualiser la façon dont vont se coordonner nos produits. Donc, on le rappelle, ce système centralisé desservait dans le schéma précédent la zone salle de classe ainsi que la zone d'activité périscolaire. Donc, on peut voir que dans ces deux pièces se situe une sonde CO2. Et en fait, le signal de cette sonde CO2 va être le reflet de la qualité d'air intérieur, dans le sens où le taux de CO2 est assez représentatif de la pollution des espaces. Donc voilà, finalement, ce signal va être transmis à un registre et en fonction de ce signal, le registre va modifier la position de sa lame pour créer plus ou moins de pression dans le réseau. Et donc, on peut voir que de l'autre côté de ce réseau, il y a la centrale double flux qui, elle, est réglée en pression constante. Et donc, lorsque le registre va modifier la position de sa lame, la pression du réseau va donc changer et la CTA, par l'intermédiaire d'un capteur de pression, va adapter son débit de sorte à ce que la pression du réseau reste la même. Donc, concrètement, si on a des personnes qui rentrent, disons, dans la zone salle de classe, on va avoir un taux de CO2 un petit peu plus important, ce qui fait que la sonde va le détecter, va transmettre un message au registre qui va un petit peu plus ouvrir sa lame. En ouvrant sa lame, ça va créer une dépression dans le réseau qui va être compensée par un apport de débit supplémentaire de la part de la CTA pour donc ramener la pression à celle que l'on voulait constante. Et donc, cet apport de débit va permettre de plus ventiler la zone salle de classe qui est un petit peu plus polluée de par le fait que certaines personnes soient rentrées. Donc voilà, l'avantage de ce système, c'est qu'on peut régler séparément le débit amené dans les salles de classe du débit, par exemple, amené dans les zones d'activité périscolaire. C'est vraiment indépendant et ça permet de faire du multizone. Et on peut voir aussi sur le schéma, donc on a placé le Calicia Air en insufflation donc pour traiter les deux pièces. Voilà, maintenant je vais laisser Céline conclure ce webinaire. Tout à fait. Merci Thibaut. Donc, au travers de ces 45 minutes, nous avons pu appréhender les différentes solutions de ventilation et de purification adaptées aux différentes contraintes techniques et milieux dans lesquels évoluent les occupants. On s'est vraiment aperçu que la ventilation, le traitement d'air, la purification sont vraiment au cœur de la rénovation du bâtiment scolaire, sain et sécuritaire pour son occupant, et qu'il existe une solution adaptée à chaque école pour garantir la sécurité sanitaire des élèves et limiter les risques de contamination entre les personnes en lieu clos. Il est important de ne pas prévoir de rénovation sans appréhender le système de ventilation et éventuellement compléter ce système de ventilation par un système de purification. Les enjeux sont de taille et n'hésitez pas à nous solliciter pour vous aider dans la constitution de vos projets. Merci à tous. Je laisse la parole à Flavie. Bien, merci à tous les quatre pour ce webinaire et cette présentation. Il nous reste allez, 10 petites minutes pour répondre aux questions. De toute façon, ne vous inquiétez pas si on n'a pas le temps de répondre à toutes. On vous enverra par mail à la fois le replay, mais également la foire aux questions. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Une question, quels sont les critères de choix entre les échangeurs rotatifs et contre-flux? Clément, je pense que c'est pour toi. Alors, différents critères, hein, ça peut être l'efficacité, même si maintenant ça tend à se réduire, hein, la différence d'efficacité entre les deux. Ça peut être des problématiques de température en hiver, puisque sur les échangeurs à roues, on a absence de condensation ou très peu de risque de condensation. Donc, ça peut être un critère de choix dans les zones où vous avez des températures très basses en hiver pour le risque de gel de l'échangeur, ce qui vous permet donc de vous passer de batteries de préchauffage, ce qui n'est pas le cas sur des échangeurs contre-flux. Après, ça peut être un critère d'encombrement puisque les échangeurs à roues sont très peu encombrants en longueur, mais plus en hauteur. Voilà, contrairement à un échangeur contre-flux qui va être beaucoup plus long, mais beaucoup moins haut. Donc voilà, ça peut dépendre également de ça.
On voit aussi que les échangeurs contre flux, les débits, généralement, les gammes standards sur ce type d'échangeur s'arrêtent autour des 5000, même si on a des produits qui vont jusqu'à 9000 m3, mais voilà, on commence à être sur des produits imposants. Alors que sur la roue, voilà, on peut aller beaucoup plus haut avec des encombrements réduits. Donc c'est un petit peu tous ces critères-là qui peuvent être pris en compte dans le choix. Le dernier, c'est l'étanchéité entre les flux. Mais on en a parlé aujourd'hui avec le secteur de purge intégré de base sur nos PowerPlay, c'est plus vraiment un problème. Voilà. Merci Clément. Une question pour Vincent peut-être. Quel est l'intérêt de l'épuration au vu des débits d'R9 qu'on doit mettre en œuvre? Après, c'est comme le disait Céline, hein, c'est vrai que c'est un complément. Donc, si effectivement il y a possibilité d'avoir un grand apport d'R9, l'épuration ne sera pas forcément nécessaire. Mais après, c'est vrai que dans pas mal de cas, il y aura de l'R9, mais pas suffisamment. Et puis, si la concentration de personnes est élevée, c'est un bon complément à apporter. Dans des cas particuliers, notamment, je pense, voilà, des salles de classe ou des restaurants où il y a quand même un nombre important de personnes et où l'apport d'air neuf par occupant n'est peut-être pas suffisant, en tout cas, face à certains risques, que ce soit les virus ou d'autres polluants de l'air intérieur. Merci Vincent. Clément, à nouveau une petite question pour toi. En termes d'efficacité énergétique, y a-t-il une différence entre double flux centralisé et décentralisé? Alors pas en tant que tel. Dans la décentralisée, on est sur un échangeur contre flux, donc à plaque, ce qui est le cas de certaines de nos solutions centralisées. Donc en termes d'efficacité sur l'échangeur, on va être sur des valeurs équivalentes. Après, en termes d'efficacité au niveau des moteurs, la version décentralisée, du fait qu'on n'ait pas de réseau derrière, aura des pertes de charge plus faibles. Donc les moteurs consommeront un peu moins, mais à la fois ils sont aussi plus petits que pour une solution centralisée de même débit. Voilà. Mais si la question elle portait sur l'échangeur, non, on n'aura pas de différence majeure. Merci Clément. Quid de la règle des 8 mètres entre R9 et R rejeté? La pression disponible est-elle suffisante? Donc oui, alors c'est une question qui est souvent posée sur les versions décentralisées, puisqu'effectivement on a une distance relativement courte entre R9 et R rejeté. Alors plusieurs choses à ça. La première, c'est que cette règle des 8 mètres qui est donnée par le RSDT, ce RSDT s'applique dans le cas de bâtiment neuf ou de rénovation lourde. Donc, qui dit rénovation lourde dit on touche aux grosses œuvres. Donc, vous pouvez avoir des cas où vous rentrez pas dans ce cadre-là et donc le RSDT ne s'applique pas. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a réalisé des études dynamiques, des simulations dynamiques pour voir un petit peu comment se comportaient les flux entrant et sortant, et on voit que même avec un vent défavorable, on n'a pas de mélange entre les deux flux. Alors si on règle bien les deux bouches de sortie pour que ça, voilà, nous on propose des bouches avec ailettes qui peuvent permettre d'orienter le flux. Donc ça permet d'éviter le recyclage entre ces deux flux. Et au niveau de la pression dispo, on n'a pas de pression dispo suffisante pour réaliser un gainage sur 8 mètres. Et c'est pas forcément le but de cette solution, hein, puisqu'on est sur du décentralisé, d'être vraiment au plus court au niveau de la façade. Merci Clément. Vincent, une nouvelle question pour toi. La ionisation dipolaire n'est-elle pas nocive pour les occupants? Donc j'ai répondu à cette question durant le webinaire. En fait, on a fait des tests pour mesurer les polluants secondaires et l'émission d'ozone. Donc voilà, il y a des preuves en laboratoire et aussi d'une campagne d'essai qui avait été faite dans une école. Donc voilà, on a les attestations qui démontrent qu'il n'y a pas de polluants secondaires qui sont générés.
Ouais, parfait. Je vous renverrai le lien d'ailleurs pour télécharger ce rapport d'essai complet. Quels sont les seuils de concentration en CO2 à définir pour moduler efficacement les débits en salle de classe? Vincent? Oui, pardon, On a perdu Vincent. j'étais en train de taper en même temps sur le chat. Pardon, tu peux juste reposer la question? Oui, bien sûr. Une question d'Adrien. Quels sont les seuils de concentration en CO2 à définir pour moduler efficacement les débits en salle de classe? Là, en général, ça va être à partir de... Je pense que ça va être à partir de 800. C'est 1000 actuellement, mais je crois que c'est 800 depuis le contexte épidémique. Je crois que Céline, tu avais fait une communication par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. J'allais répondre 800. Ça, voilà, donc après c'est 800 et ensuite de plus en plus quand ça augmente. Ça marche, merci. Et puis on va peut-être finir avec une dernière question pour Thibaut. Je pense. Comment éviter le court-circuit R9 R vicié sur VMC décentralisé? Ah, tu viens de dire. En fait, je pense que Clément a répondu un peu à cette question aussi. C'est que en fait, sur la partie donc double flux décentralisé, il y a eu une étude faite collective avec d'autres fabricants, avec des simulations qui ont été faites qui permettent de montrer en fait qu'il n'y a pas du tout de court-circuit, que l'air rejeté ne rentre pas dans la partie air soufflé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition également, cette étude. Voilà. Oui, Céline. Oui, juste un complément d'information sur les sondes CO2. J'ai vu une question passer là-dessus. Et effectivement, les sondes CO2 s'auto-étalonnent. Donc, il n'y a pas besoin de prévoir de cycle de maintenance. Il y a un système breveté qui permet de garantir le réétalonnage de la sonde. Donc, ça permet aussi de se sécuriser par rapport aux dérives majeures potentielles. Bien, je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, comment ça va se passer pour la suite? On va bien sûr vous envoyer par mail le replay de ce webinaire pour que vous puissiez le revisionner. On vous enverra également toutes les réponses, à vos questions. Et sachez que l'ensemble de ces informations seront également disponibles directement sur notre site internet france-r.com. Merci à tous et puis on espère vous revoir très vite pour un prochain webinaire. Merci. Merci, au Au revoir. revoir et bon appétit à tous. Au revoir.